bienvenue à tout le monde pour du coup, ce qui est la dernière séance de la saison du séminaire en ligne de l'IASPM. Euh, donc aujourd'hui, on est pour une séance sur la musique populaire francophone du point de vue des études littéraires, puisque c'est une séance donc sur rap et chansons, des musiques populaires poétiques. Donc on va d'abord écouter Amine Baouche qui va nous parler de poétique et de poésie sur le répertoire du rap français. Donc Amine est doctorant en troisième année de co-tutelle sous la direction de Lucie Bourassa et de Catherine Rudan. Donc sa thèse qui a pour titre Texte, voix, flow pour une poétique du rap français porte sur la subjectivation artistique dans le rap français, au croisement du texte et de la voix, et sur le rapport du rap à la société et à la culture. Et en plus du rap, ses intérêts vont vers les théories du langage et de l'art, le roman et la poésie du XXe et XXIe siècle, et sur la création littéraire. Donc Amine, je te laisse relancer ton diapo. Et Ah je te oui, laisse le la partage, parole ok. donc pour une trentaine de minutes. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Parfait. Merci d'être là, tout le monde. Bonjour. Merci Marion pour l'invitation et Marianne aussi. Alors, donc c'est ça, poétique et poésie. Je me base principalement sur le travail d'Henri Méchonic pour définir ces termes-là. Méchonic qu'on connaît surtout en fait pour sa théorie du rythme. Euh, mais la poétique et le sujet sont sans doute les notions qui sont au fondement de toute son entreprise théorique. Donc, je vais m'attarder un peu là-dessus avant de passer aux analyses. La poétique, en fait, est l'étude de la valeur d'un discours artistique, valeur qui est indissociable d'une théorie du langage qui l'accompagne, qui la modifie et qu'elle modifie en retour. Donc, la poétique implique comme prémisse qu'un sujet est sujet dans et par son emploi de la langue, un emploi qui est toujours historique, en fait, au sens où chaque énonciation, chaque actualisation de la langue est située dans un ici-maintenant qui n'est jamais le même. Donc, conséquemment, il n'y a de sens que par et pour des sujets, et chaque activité de sens est spécifique parce qu'elle se rattache à un contexte qui n'est jamais exactement le même. Donc, le texte littéraire, l'œuvre d'art, serait l'endroit où la spécificité subjective atteindrait leur maximum, et c'est cette spécificité qui fait la valeur de l'œuvre. Donc, l'idée de valeur trouve sa source dans la pensée de Ferdinand de Saussure, que Méchonic annonce, surtout depuis la publication tardive en fait des écrits de linguistique générale, donc longtemps après la mort de Ferdinand de Saussure et après le cours de linguistique générale. Donc Saussure comme le point de départ irrévocable d'une pensée du discours et donc d'une poétique. Méchonic écrit en citant Saussure que ce dernier prenait valeur au sens d'une différentielle interne par laquelle, dans la langue, tout prend sens, ce qui fait que, et là la citation de Saussure embarque, nous n'établissons aucune différence sérieuse entre les termes valeur, sens, signification, fonction ou emploi d'une forme, ni même avec l'idée comme contenu d'une forme. Ces termes sont synonymes. Donc, la valeur d'un discours ou son sens ou sa signification et donc son caractère différencié. Mais alors que la langue se caractérise par une relative stabilité de ses valeurs internes, la valeur œuvre ne vit que du conflit entre la nécessité intérieure du message individuel, qui est créativité, et le code, genre langage littéraire d'une époque, etc., commun à une société ou à un groupe, code qui est l'ensemble des valeurs usées existantes, entre guillemets, lieu commun. Donc c'est comme si, et là c'est moi qui essaye de reformuler et de vulgariser, c'est comme si l'œuvre créait sa langue à l'intérieur d'une langue. Cela dit, la valeur du discours poétique est à distinguer de son éventuelle originalité. Valeur et originalité sont les mots de deux points de vue différents sur un objet. On pourrait même avancer en fait que l'originalité, qui est un concept assez situé, joue le jeu de la littérature et de l'art comme institution, lesquels dépendent de l'opposition entre le vieux et le nouveau. En fait, Méchonic oppose à l'originalité, qui n'est pas forcément critique, un rapport d'historicité radicale dans le discours que Méchonic décrit, donc encore une citation de lui, comme la capacité
en même temps de transformer les conditions du voir, du sentir, du comprendre, du lire et de l'écrire imprévisiblement, de telle sorte que cette transformation, qui est l'activité d'un sujet, se communique indéfiniment à d'autres sujets qui, par cette transformation, deviennent des sujets. Au lieu du sens comme totalité, qui est le sens pour l'historicisme, l'historicité fait du sens un infini. L'historicité ne fait que mettre à découvert l'infini du sens. Donc, cette réénonciation infinie, qui porte chez Méchonic le nom de transsubjectivité, est l'un des nœuds que j'essaie, bon, petite parenthèse, que j'essaie de creuser peut-être pour ma recherche dans le doctorat. Parce que si le sujet n'est pas exactement l'individu, on ne peut pas nier que tous les sujets n'adviennent pas de la même façon devant une œuvre. Un sujet poétique est une fonction qui se déclenche en quelque sorte dans certains individus, et il serait pertinent de se demander lesquels, pourquoi, et à l'inverse surtout, pourquoi une œuvre ne fait-elle pas à certains ce qu'elle fait à d'autres. Donc, pour revenir à la poétique, si elle est l'étude de la valeur d'une œuvre, elle s'intéresse d'abord et avant tout aux œuvres, ce qui déplace la question de la poésie comme simple genre vers la poésie et l'art comme invention de la valeur, valeur que dévoile la poétique. Donc, la poésie n'est pas à considérer par l'emploi de formes ou d'images ou d'un certain lexique, par exemple, mais sur la base de ce qu'un poème invente comme sens pour les sujets qui le lisent. Donc, si la poétique critique le signe linguistique en tant qu'idée d'un sens clos et total, un sens qu'on reconnaît, la poésie en fait tout autant à même l'œuvre. L'aspect critique de la poésie concerne avant tout donc l'idée d'un sens donné, mais la poésie elle-même. Conséquemment, la poésie, là je cite encore Méchonic, est une activité et, en tant que telle, radicalement historique, empirique, comme tout le langage. J'en déduis que la poésie est critique, que la poésie est toujours la critique de la poésie. Sinon, elle est aussitôt la poétisation, c'est-à-dire la répétition de ce qui a déjà été, de ce qui a déjà une fois été la poésie. Donc, en ce sens, un poème est le lieu matériel où advient cette activité qu'est la poésie. Et si la poésie est avant tout une activité de langage qui déborde une forme ou un genre, tout en l'intégrant peut-être, alors elle peut se trouver, elle pourrait techniquement se trouver autant dans un roman, dans une chanson ou dans un poème au sens traditionnel. Donc, j'aimerais souligner à quel point ces enjeux théoriques et pratiques permettent de mettre en lumière des questions qui sont pour moi primordiales euh, quand on parle du rap. Donc, en premier lieu, il existe empiriquement dans les œuvres et dans les entrevues des rappeurs un rapport multiple et hétérogène, certes, mais un rapport quand même entre les œuvres et le genre rap. Donc, certains vont s'en revendiquer clairement par passion, d'autres vont dire ne pas faire du rap, par exemple. D'autres encore s'y identifient, mais sans laisser voir un engagement trop passionnel, par exemple. Deuxièmement, dans les discours des rappeurs, il est souvent question d'originalité, de se démarquer, voire même d'être le ou la meilleure. Les termes et les discours et les postures des artistes peuvent entrer en conflit avec les termes et les discours plus théoriques et plus universitaires, par exemple. Il s'agit de voir où seraient les incompatibilités éventuelles, mais quand même en essayant de voir dans quelle mesure ces visions a priori divergentes de la poésie et de l'art ne s'annulent pas forcément. Par exemple, l'originalité pourrait simplement être un mot différent d'une même conception de la valeur. Et enfin, on ne peut nier qu'il existe des motifs, des reprises, des modes, des stéréotypes de forme, donc des stéréotypes de forme et d'image et de posture, etc. dans le rap. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de valeurs usées et de lieux communs avec Méchonic? Ou alors, l'objet qu'on étudie étant relativement nouveau, l'idée de lieu commun, il serait-elle incompatible en fait? S'il est spontanément difficile, en tout cas pour moi peut-être, de voir dans la reprise d'un emploi spécifique une valeur artistique au sens développé jusqu'ici, quoique, pour reprendre les mots de Méchonic, l'historicité du langage fait que la répétition ne peut y produire de l'identique. Donc, s'il est difficile de voir dans les reprises et la répétition de certaines chansons de rap une idée de valeur et de spécificité, est-ce qu'on peut supposer malgré tout que les chansons de rap invente une conception de la valeur qui peut passer par la répétition et la reprise. Donc, ce que je nomme peut-être un peu maladroitement répétition ou stéréotype ou reprise renvoie peut-être à un fonctionnement qui serait propre
au populaire. Pour l'instant, j'en dis pas plus en termes théoriques, mais je vais peut-être y revenir tout à ben, en fait, je vais y revenir tout à l'heure dans les analyses de chansons. Euh, ben, en fait, c'est ça, on va y revenir peut-être un peu de biais par les œuvres, mais on va y revenir. Donc, les analyses que je vais présenter dans une minute sont exemplaires pour moi sur deux plans. D'abord parce que, en supposant que je les mène adéquatement, parce qu'elles servent à montrer comment le point de vue de la poétique permet de saisir le fonctionnement des œuvres au-delà de ce qu'on peut identifier dans un texte, que ce soit le lexique ou les figures des styles ou, entre guillemets, ce qui est dit. Ensuite, parce qu'une de mes hypothèses quant à la spécificité du rap est qu'elle passe par la notion poétique de flow, qui implique autant le texte que la voix dans la construction du sens d'une œuvre. Donc, le premier extrait sur lequel je m'attarde a été cité par Christian Béthune dans son livre Le rap, une esthétique hors la loi. Donc, Béthune, qui dans ses ouvrages et articles met souvent de l'avant le fait que les rappeurs se proclament artistes et qu'ils. Ah, non, je ne l'ai pas. Qu'ils insistent, pardon, pour que leurs interventions soient reconnues au titre de l'art à part entière. Donc, du point de vue de la poétique, c'est sûr qu'on peut et qu'on doit sans doute analyser le sens de ces affirmations au sein de l'œuvre, mais ces affirmations ne peuvent à elles seules être prises pour un gage de l'artisticité d'une production. Pour étayer son propos, Béthune convoque la chanson Si je les avais écoutés du groupe marseillais Funky Family, que je vous fais écouter à l'instant. Euh... C'est pas vrai. Ah, et là. Car tu vois ce qu'on fait, c'est de l'art de la rue, man. Et c'est comme ça, et ça le restera. Juste être sûr, je fais pas ça souvent, mais est-ce que... Ah, voilà, il faut que je revienne à... OK. Marion, tu me confirmes que vous avez bien entendu? Oui, oui, très bien. OK, c'est bon. OK. Donc, première chose, il est question d'art ici et non pas de poésie, et j'en suis conscient. Et je suis surtout conscient que en fait, que les enjeux théoriques et historiques derrière art et derrière poésie ne sont pas les mêmes. Mais si on garde la poétique comme cadre d'analyse, les deux ne seraient pas tout à fait éloignés. Donc, l'art serait tout simplement et là, j'emploie la formule de Gérard Desson, entre autres dans L'art et la manière. L'art serait une question ou un problème dont la poésie serait l'une des formulations dans le langage et par le langage. Deuxième chose, Christian Béthune cite en fait la chanson de façon erronée. Autant dans le titre, en fait, lui, il fait l'élision, si je les avais écoutés, que dans le texte, et plus gravement, en fait, dans le texte. Je vous montre, en fait, la retranscription de Béthune. Ce qu'il écrit, lui, c'est, tu vois, ce qu'on fait, c'est de l'art de rue, mais c'est comme ça. Donc, évidemment, entre mais c'est comme ça et c'est comme ça, euh, la signification s'en trouve complètement modifiée. Idem pour de l'art de la rue et de l'art de rue. Cependant, et quand même un peu ironiquement, les erreurs demeurent un peu futiles chez Béthune, puisqu'il ne s'attarde pas à une analyse qui dépasserait le résumé du passage. Le résumé étant, bon, les artistes veulent qu'on les prenne pour... les rappeurs veulent qu'on les prenne pour des artistes. Ce passage, pour moi, aurait pu servir à orienter la question autre part que vers l'intégration du rap dans l'art à part entière. Parce qu'au-delà de l'intention psychologique d'un individu créateur envers la réception de l'objet qu'il crée, cet extrait, pour moi, dit plutôt quelque chose de la position d'un sujet artistique, un sujet qui advient dans l'œuvre, et donc du rapport que ce sujet entretient au rap et à l'art. Tu vois n'a pas ici la fonction qu'on dirait, je ne suis pas sûr du terme, mais peut-être fatigue, entre gros guillemets. Elle m'apparaît plutôt comme un constat voulant que la figure de l'interlocuteur mobilisé, donc le tu ou mec, voit bel et bien ce qu'on fait. Parce que ce que le rappeur Sat dit, c'est tu vois ce qu'on fait, c'est de l'art. Et non, tu vois, pause, ce qu'on fait, c'est de l'art. Pour moi, l'absence de pause démarque deux usages qui, à l'écrit, auraient peut-être pu se confondre. Donc, ce que dans ce qu'on fait et c'est contribue à désigner l'objet dont il est question
sans le nommer immédiatement, si ce n'est par le renvoi à l'action et au faire. Et cet objet, de l'art, pose de l'art de la rue, dont les élisions contribuent à créer un triple effet de redondance et d'insistance, constitue en fait un commentaire du groupe sur la façon dont son rap, tout à la fois, s'inscrit dans une définition admise, donc de l'art, et cherche sa propre définition, de l'art de la rue. Et donc, je parlais de pause tout à l'heure. En fait, la pause arrive précisément après la première occurrence de l'art. Et en fait, elle devient pour moi un signal. Elle indique que la recherche débute par-delà cette première acception du rap. Cette recherche est une augmentation, un déplacement qui fait que, concrètement, par le biais d'un simple phonème, le U, euh, euh, une paronomase soit créée et que donc, entre de l'art et de la rue, il se crée une espèce d'écho où il y a une toute petite différence phonétique, mais qui symbolise en fait cette augmentation d'une recherche au-delà du simple art, ou du simple du rap comme art. Euh, et le et c'est comme ça, plutôt que mais c'est comme ça, vient confirmer un ethos où le rappeur assume pleinement cette différence dans une attitude qui serait loin de toute excuse. Mais c'est comme ça, démarquerait plutôt une espèce de position de résolution, voire d'excuse. Je ne sais pas trop comment le décrire différemment. Et je voudrais insister aussi un peu sur l'importance de la rue dans cet extrait, qui d'une certaine façon permet de problématiser le rapport au populaire que j'ai mentionné brièvement. C'est que la rue, généralement, est considérée comme un lieu de passage ou voire d'appropriation, mais d'une durée relativement limitée. Pour certaines couches de certaines classes de la population, qui ne sont pas les classes dominantes ou électuelles généralement, elle est parfois un lieu de vie. Et là, c'est sûr que des études de sociologie ou d'urbanisme ou de géographie nous éclaireraient quant aux définitions plus sociales de la rue. Dans les chansons, en tout cas, dans le rap, elle est un motif récurrent, parfois un gage d'authenticité, parfois un symbole aussi de la marginalité vécue par les jeunes rappeurs. Et là-dessus, je peux renvoyer au chapitre Ce que l'on doit à la rue de Karim Amou dans son livre Une histoire du rap en France. Donc, dans la chanson de la Funky Family, la rue fait partie de la définition poétique d'une pratique artistique et elle devient par là forcément une donnée poétique essentielle pour saisir le sens du texte. Il est intéressant que dans l'extrait, le rappeur Sat exprime bien de l'art de la rue et non pas de l'art de rue. D'ailleurs, comme la FF, la Funky Family le fera des années plus tard dans le titre de son album, dans le titre de la chanson et de l'album éponyme Art de rue. Donc, de l'art de la rue réifie la rue en tant que réalité objective et conceptuelle par l'article là. euh, et la pratique artistique est définie à partir de cet objet. Donc, je vous fais écouter un extrait de Art de rue, justement paru quelques années plus tard, après si je les avais écoutés. Ah, ça, c'est la retranscription de Béthune. Profane, jouer à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas... Donc, gloire à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que tu exprimerais les mêmes faits que moi. Sat se pose non pas comme celui qui vit les choses mentionnées, mais qui les voit avant tout. Et j'ai toujours trouvé curieux, en fait, que Sat n'ait pas dit si tu voyais ce qu'on vit ou si tu voyais ce qu'on voit, mais il dit bien si tu vivais ce qu'on voit. Je l'interprète comme une revendication de la part du sujet d'une position particulière où le voir et l'expression vont de pair. Donc, sa spécificité au sujet du texte n'est pas de vivre les choses, elle consiste plutôt à voir et à dire. Or, si, encore une fois, le tu impliqué ici comme figure vivait ce que le rappeur comme figure voyait, on aboutirait au même résultat, les mêmes faits que moi. Donc, l'opposition apparente entre le vivre et le voir n'est pas si dichotomique que ça, et on le voit dans la suite immédiate du couplet que je vous fais jouer encore. Dans fumer ce qu'on fume, boire ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit, la distance entre le sujet et son interlocuteur est créée par l'emploi des pronoms relatifs et du pronom on.
Parce qu'il y a ce qu'on fume, ce qu'on boit, ce qu'on voit, et vis-à-vis, il y a un tu qui aurait virtuellement accès à ces expériences-là. La distance est augmentée quand il s'agit, encore une fois, pour l'interlocuteur de vivre ce que le sujet voit à partir de sa position spécifique. Et la dernière formule, ou livrer ce qu'on bat, semble rapprocher le sujet de l'expérience qu'il décrit par le regard. Donc, entre vivre ce qu'on voit et livrer ce qu'on bat, un passage est effectué du pronom, donc ce qu'on voit, à un article démonstratif, ce qu'on bat. Donc, tout en conservant un continu acoustique par la paranomase, le sujet indique qu'au fond, ce qu'on voit et ce qu'on bat participent d'un même rapport à la réalité de la rue. Je vais passer au deuxième exemple que je vais étudier, celui d'un couplet de Booba dans la chanson Le Crimpé, lorsque Booba était encore membre du groupe Lunatic. L'extrait en question que je vous fais écouter, il est encore une fois extrêmement court. Donc, mon rap, un poème sans poésie, a été abordé par Rémi Wallon dans son article Va te faire niquer, toi et tes livres, Time Bomb, le triomphe d'un rap français bête et méchant. Donc, pour Wallon, les rappeurs du collectif Time Bomb, dont faisait partie Lunatic dans les années 1990, mais qui n'est plus actif aujourd'hui, euh, donc, ces rappeurs-là paraissent rendre laborieuse la légitimation du rap en tant que dérivé, même canaille, de la poésie, en raison des valeurs que leurs morceaux véhiculent, ainsi que de leur indifférence manifeste vis-à-vis du patrimoine. Donc là, il fait bien sûr référence au titre de l'article Va te faire niquer, toi et tes livres, qui est aussi tiré d'une chanson de Lunatic. La perspective que j'adopte plutôt que celle de Wallon serait plutôt celle que les valeurs véhiculées et l'indifférence quant au patrimoine culturel participent d'un même mouvement poétique, parce que la poétique ne s'intéresse pas qu'aux œuvres consacrées et que la reconnaissance du patrimoine culturel n'est pas une condition pour qu'une œuvre soit œuvre, pour qu'elle soit poésie. Et c'est là que l'analyse de Wallon m'insatisfait un peu, parce qu'il ne définit pas clairement poésie ni poème, en fait, ce qui le conduit à accepter, sans trop le questionner, le clivage entre poésie et rap. Je cite encore Wallon dans son analyse plus particulière de l'extrait de Booba. Cette définition distingue le rap de la poésie sur le plan des intentions avant tout. Donc là, il parle de mon rap, un poème sans poésie. Forme caractérisée par une absence, le rap, s'il s'apparente au poème en vertu des ressources qu'il trouve dans les rythmes, les sonorités et les images, se distingue de la poésie en ne revendiquant plus la beauté, la noblesse et l'universalité que Booba paraît prêter à celle-ci. La préposition privative suggère un manque et situe le rap en deçà de l'art consacré, loin de toute prétention à la culture, à la connaissance et à la hauteur de sentiment. Ce rap se présente comme une forme ignorante, ancrée dans la marge et fondamentalement destructrice. D'une part, donc, le rap, alors que Booba dit bien mon rap, s'apparenterait au poème par les rythmes, les sonorités, les images, donc par une forme ou par des procédés et des figures, euh, alors que la formule est bien mon rap, un poème. Donc la relation à même le texte dépasse le simple rapprochement. D'autre part, rap et poésie différeraient sur le plan des intentions ou des valeurs, valeurs au sens éthique et moral. Donc, ignorance, marginalité, destruction chez l'un et beauté, noblesse, universalité chez l'autre. Bien entendu, pour quiconque estime que la poésie est intention au sens psychologique du terme et qu'il la déloge de son principe même, qui est le langage et comme je disais tout à l'heure, l'invention d'une langue, d'un langage à l'intérieur d'une langue, il paraît logique que Booba en tant qu'individu, s'oppose à la beauté, à la noblesse qu'on prête parfois à la poésie, qui de toute façon est une conception assez située, assez datée. Dans le même ordre d'idées, l'extrait renvoie, je pense, encore une fois, ça ne sert à rien de savoir si Booba avait conscience de cette citation ou non, mais l'extrait semble renvoyer pour moi à une citation de Georges Pompidou qui parle justement de poésie. Donc, il écrit dans Anthologie de la poésie française,
les sentiments les plus nobles, les sujets les plus naturellement poétiques, les rythmes travaillés, les rimes recherchées, tout cela pour aboutir à cet enfant mort-né, pleuré de personne, qu'est un poème sans poésie. Pompidou a consolidé dans sa description autant l'aspect procédé, critiqué par la poétique, que l'aspect émotion, voire essentialisation, qui est tout autant critiqué par la poétique. Et Wallon fait en quelque sorte de même. Ce qui demeure intéressant toutefois chez Pompidou et chez Wallon est que le poème et la poésie sont comme spontanément distingués et que les deux semblent pouvoir exister sans se supposer mutuellement, mais qu'encore une fois, ils ne sont pas clairement définis suite à cette distinction. Mais paradoxalement, Wallon, comme Pompidou, suggère que la poésie fait le poème en tant qu'œuvre parce qu'il existe des exemples de formes poèmes auxquels il manquerait la poésie ou de la poésie et qui donnerait un enfant mort-né chez Pompidou, par exemple, ou le rap de Booba chez Wallon. Et si, inversement, le poème faisait la poésie et non pas la poésie le poème? Si, pour paraphraser Méchonic, la définition de la poésie était constamment déplacée, réactualisée, non en affirmation, mais en problème à chaque poème. Et si, le poème serait à chaque fois la critique de la poésie. Partant de là, mon rap, un poème sans poésie, renvoie peut-être simultanément à, je vais le remettre juste pour que vous le voyez, donc renverrait simultanément à une redéfinition de la poésie par le rap, ce qui donnerait un véritable poème auquel il ne manque rien, et en même temps, une définition d'un rap en particulier en tant que poème auquel il manquerait la poésie au sens de beauté ou émotion ou noblesse, donc qui se voudrait volontairement marginal, qui revêtirait une sorte de posture, comme Wallon l'a décrit, de destruction ou de marginalité. Par ailleurs, la chanson dont est tiré l'extrait a pour titre Le crime paix. Donc, on ne peut pas vraiment nier qu'il y a toute une posture éthique qui n'est pas a priori celle de la littérature consacrée qui passe donc par la criminalité. Mon rap, un poème sans poésie, ne contient pas de prédicat. Elle est dans son entièreté, si on veut, une phrase prédicat. Un sujet, un prédicat et un complément d'objet auraient donné, par exemple, mon rap est un poème sans poésie, alors que la chanson présente une mise à plat et un rapprochement des termes euh, où mon rap revêt en fait ce statut particulièrement spécifique qu'ont les œuvres d'art d'être à la fois objet et sujet. Et par ailleurs, la diction de Booba, je vous fais réécouter l'extrait pour que vous l'ayez un peu plus en tête. Donc la diction de Booba fait en sorte que le P de rap, la dernière lettre du mot, pardon, est allongée jusqu'à la prononciation de 1, ce qui fait en quelque sorte mon rap, un poème sans poésie, et que le P de rap soit prononcé en position d'attaque, comme s'il était au début d'une syllabe, un peu comme poème et poésie. Donc, encore une fois, le texte et la voix font la spécificité de l'œuvre parce qu'on a l'absence de démarcation syntaxique sous forme verbale entre mon rap et un poème sans poésie, ce qui déjà problématise le continu qui semble nier entre rap et poésie. Et deuxièmement, on a un continu qui est effectué entre rap, poème et poésie par la prononciation du P de rap qui permet la liaison directe entre les trois termes. Et pour conclure ce commentaire sur la chanson de Lunatic, je me permets de faire jouer la suite immédiate de l'extrait, encore une fois, qui est très court. Donc, Rap, un poème sans poésie. Et puis quoi, ça fait quoi? Dis-moi toi qui sais tout. Si tu kiffes pas, Renoir t'écoute pas, et puis c'est tout. Donc, comme chez la Funky Family, Booba mobilise un interlocuteur, un tu, qui cette fois incarne peut-être la figure savante ou moralisatrice qui sait tout, face à laquelle la figure du rappeur est en quelque sorte désintéressée. Et puis quoi, ça fait quoi? Peut-être sarcastique, dis-moi toi qui sais tout, et enfin tout simplement pragmatique. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Une attitude qui est peu mobilisée, encore une fois, un peu comme la criminalité, lorsqu'il s'agit de poésie et d'art, et qui incarne sans doute peut-être
sans doute le plus frontalement le refus de la tendance à l'universalité supposée dans chaque poème. C'est que pour moi, il y a quelque chose de très terre à terre à dire si t'aimes pas, t'écoutes pas. Est-ce que, je pose vraiment ça comme une question, on peut en discuter tout à l'heure, est-ce que on peut rapprocher cette posture de ce que Bourdieu appelle l'esthétique populaire, notamment dans la distinction, c'est-à-dire un rapport aux œuvres fondées sur l'utilité, euh, qui n'est pas du tout la distanciation affectée, le détachement de l'esthète. Et d'ailleurs, la piste du populaire semble féconde, puisque Bouba ne s'intéresse pas à n'importe qui dans son texte. L'extrait dit bien, si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Donc le Renoir, bien qu'il soit davantage une sorte de marque rhétorique ou oratoire qu'une réelle implication en termes de race, délimite peut-être un peu l'horizon d'attente de ce nouveau poème sans poésie. Donc l'horizon d'attente serait les vis-à-vis de Bouba, les Renois. Et pas les Noirs de façon plus générale, mais ceux qui sont visés et qui se reconnaissent dans l'appellation Renoir, considérant qu'en 1996, le terme n'était sans doute pas aussi répandu et banalisé qu'il pourrait l'être aujourd'hui. Donc, pour conclure rapidement, ce que je tente de faire avec ma thèse et avec cette présentation se résume de façon schématique élémentaire à dire qu'on ne peut pas parler de poésie ou d'art ou de poétique sans définir ces termes et sans questionner les présupposés qu'ils véhiculent. Et bon, j'ai volontairement construit ma présentation sans y inclure de contre-définition de la poésie ou de la poétique, mais après, la discussion est là pour ça, évidemment. Et pour conclure, je me permets de faire jouer un peu par humour, mais en restant quand même dans le thème et en faisant un petit clin d'œil à la présentation de Marianne qui suit, un extrait de la chanson Pilote automatique de La Caution, où Nick Fury fait le pont entre sa propre singularité ou originalité ou vantardise, et la pratique un peu combative du rap et la tradition chansonnière ou poétique française. Taf, on est d'astreinte, hein. Je me clash dans mon brassens. Et il n'est plus de ce monde, donc c'est mort. Comme ce... Voilà, donc Nick Fury serait un fan de Georges Brassens. J'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Amine.